très heureux aujourd'hui d'être accueilli par Maggie Henriquez, on vous appelle ainsi, Maggie, qui est la PDG encore pour quelques jours de la grande maison Krug, qui nous reçoit dans la maison de famille de Krug. On la remercie vivement parce que vous êtes entre deux postes, dans des endroits absolument prestigieux, puisque dans quelques jours, vous serez dans la directrice générale de Baccarat. Alors l'objectif de cette rencontre, ça va être d'abord, dans le cadre de l'association Vitae, qui a passé ses 10 ans, de faire une collection de ces grandes personnalités du monde du vin qui ont salué, qui ont souligné, qui ont aidé l'association Vitae à organiser ces grands événements. C'est ainsi que vous ouvrez le cycle, Maggie, des présidents d'honneur, et nous on est ravis parce que c'est une présidente d'honneur qui est, pour la première fois, on n'avait que des grands vignerons, et là on a une vigneronne exceptionnelle. Donc on va collecter tous les témoignages donc, de ces grands vignerons. Sont prévus M. Aubert de Vilaine de la Romanée-Conti, Marcel Guigal dans la précédente édition, M. Léonard Ambrecht, et malheureusement, mais on a quelques vidéos du regretté Hubert de Monti, qui a été le premier à ouvrir le bal. Mais on terminera aussi parce que les journées internationales que vous allez parrainer, encore une fois, qui ont lieu les 11 et 12 juin prochains, ça sera intéressant puisqu'on a le programme, tout est calé, le dispositif d'inscription est enfin en ligne, on a beaucoup poussé pour que ça soit plus rapide, et bien on dira quelques mots ensemble. Et puis moi je vous propose trois temps dans cette rencontre. D'abord, ça va être de mieux connaître la maison Krug, telle que vous l'avez développée, que vous l'avez vécue, que vous l'avez sentie. Après on fera un petit zoom sur la Champagne en quelques mots. L'idée c'est pas de balayer toute la Champagne, parce qu'il y a des colloques pour ça, mais ce sera pas mal de faire un ou deux commentaires, et on terminera par les journées internationales avec le programme. Si vous en êtes d'accord. Ça vous va, Michel? Complètement d'accord. Merci en tout cas pour votre accueil et pour ce temps passé. Un point qui n'était peut-être pas prévu quand même, moi quand j'ai préparé cet entretien, j'ai regardé comme on le fait habituellement, votre parcours professionnel, et là j'avoue que les bras m'ont tombé, parce qu'avant on connaissait Maggie avec toute sa flamboyance, et puis là, on se rend compte que d'abord vous êtes ingénieur en informatique au départ, oui, oui. Dans les systèmes informatiques. Vous êtes passé par Harvard, et comme vous êtes modeste, personne ne le sait. Moi, j'ai vu ça, et puis vous avez eu un parcours dans différentes entreprises. Il y a quelque chose qui m'a marqué, qu'on ne voit pas souvent dans la presse. Vous êtes arrivé toujours à des moments où il y a des crises. Ouais. Et vous avez toujours été la femme de la situation. Vous êtes, entre autres, si j'en ai quelques exemples, je crois que vous avez été au Mexique, chez Nabisco, vous avez redressé cette maison, vous avez évité les licenciements, vous avez développé des nouveaux produits. Puis après, vous êtes arrivé, il y a eu d'autres parcours avant, puisque vous avez été, je pense, la responsable du groupe LVMH en Argentine. Des Moët Hennessy. Et puis vous êtes arrivé en 2009, au moment où c'était aussi la panique avec les Lehman Brothers. Vous êtes arrivé aux manettes de Krug. Donc vous êtes une femme qui est arrivée dans les crises. C'est pas prémonitoire, j'imagine, pour Baccarat, puisqu'ils ne sont pas en crise, qui est une superbe maison. Non, ils ont fait son meilleure année l'année dernière. Voilà. Et vous connaissez bien Baccarat, puisque vous étiez au conseil depuis 7 ans, je crois. Exact. Voilà pour ce parcours. Je l'ai évoqué volontiers, mais je vais vous laisser surtout la parole, parce que je pense que votre modestie ne l'aurait pas évoqué. Alors moi, Maggie, on va démarrer peut-être par Krug, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Bien sûr. Tout ce que vous avez vécu. Absolument. La maison Krug, c'est une maison qui a été fondée par un homme qui venait des Mayans. Il n'était pas d'ici, il est venu de Mayans, il est passé par Paris et est arrivé en Champagne en 1834. La Champagne, à cette période, est booming. C'est une belle époque pour la Champagne. Et il commence à travailler avec une autre maison de Champagne. Et il se rend compte, parce qu'on parle en 1834, on est à 110 ans plus tard de la fondation de la première maison de Champagne. Oui. Donc il y a déjà des habitudes, des manières de faire les choses, il y a une approche qui est l'approche connue. Et donc lui, il commence à travailler dans cette autre maison de Champagne, et il comprend un peu la philosophie, la manière de faire les choses, et il s'est dit... moi, je ne vais pas attendre une bonne année pour faire un grand champagne. Je vais pouvoir faire le meilleur que la maison peut offrir toutes les années.
Et ça devient une espèce d'obsession. Son idée, c'était qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir offrir les meilleurs de la maison toutes les années et ne pas devoir attendre une bonne année pour faire un grand champagne, que c'est d'habitude l'approche générale de la création de champagne. Et donc il développe son idée, comme d'habitude, tout commence sur une idée. Et c'est incroyable parce qu'il avait déjà 39 ans, c'est assez âgé. Il arrive à 34 et c'est assez âgé. Surtout à cette époque. Ouais, à cette époque. Et à 39, il se trouve et il se croise avec quelqu'un qui est très séduite par les idées, qui est Joseph. Et qui invite Joseph à tester ses idées et faire des expérimentations pendant 4 ans. En 1842, Hippolyte de Vives, cet monsieur qui avait une maison qui était connue pour des approches, très bon vigneron et très bon vin, et décide d'inviter Joseph pour prendre la majorité de la maison. Et c'est comme ça que Joseph devient majoritaire, actionnaire majoritaire de cette maison qui prend son nom. Parce qu'à cette époque, la maison avait les noms des responsables de la création de champagne. Et lui, il savait très bien qu'il faisait quelque chose qui était premier, unique et différent. Et pour lui, la clé, c'était pour avoir la qualité maximale toutes les années, il faudrait aller parcelle par parcelle, c'est-à-dire terroir par terroir. Compréhension de terroir à travers son vin. Et il sait très bien que l'approche qu'il veut donner à la maison, c'est unique et première et différent, qui n'existe pas ailleurs, et donc il laisse tout écrit dans un petit carnet qui son fils savait très bien qui était clé pour pouvoir comprendre la maison, et il laisse les petits carnets, c'est son fils qui les met dans une caisse de bois pour les protéger. Il a passé 100 ans enfermé dans cette caisse. Et il s'était retrouvé par les grands-pères d'Olivier, la 4e génération, qui a considéré que c'était très important de lire ces petits carnets pour comprendre la maison. Il a pris pas mal de décisions, bien sûr, qui étaient très en ligne avec ce que ces petits carnets disent. Et donc, il laisse les petits carnets dans des coffres forts, c'est au début des années 70, et on le retrouve le 12 avril de l'année 2010. Ah, dis donc. Et ces petits carnets c'était comme j'ai dit toujours, pour moi c'était un cadeau que Joseph a laissé. On a compris la maison et c'est une maison où les propriétaires et les 6 générations l'ont suivi, parce qu'on peut dire comment ils ont suivi sans savoir les petits carnets. Et on dit non, c'est bouche à oreille, la transmission du savoir-faire. Mais on avait perdu les contacts avec les pourquoi. Donc aujourd'hui, dans un monde qui va trop vite, si on ne sait pas les pourquoi, on n'arrive pas à évoluer, parce que les pourquoi et les valeurs d'une maison ne changent jamais. Donc on a fait beaucoup de travail pour retrouver ces pourquoi, les raisons d'être, nos valeurs. On a vraiment connecté avec nos racines. Et tout ce qu'on a décidé de faire, c'est de continuer à connecter avec notre racine. Et là, je me rappelle d'un homme qui m'a dit en 2010, l'histoire est importante s'il te permet de construire l'avenir. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait à la maison. On a compris très bien. Il a écrit dans son petit carnet l'importance de chaque élément, comme un terroir, de manière isolée. Et il dit à son fils, on peut faire en apparence des bons cuvées, en employant des éléments moyens et même médiocres. Mais ça sont des exceptions sur lesquelles il ne faut jamais compter. On risque de manquer notre opération aux pertes de la réputation. C'est très clair. Et après, il dit que les plus grands soins doivent être donnés. Il va dans toutes les étapes de la création de champagne. Et ils disent, après, une bonne maison ne devrait former que 2 cuvées de la même composition. Ça veut dire même qualité, même composition, même type de vin. Et c'est pour ça que la philosophie, c'est des terroirs en vin, car comme il voulait créer un grand champagne toutes les années, et il ne pouvait pas ne pas avoir cette approche, parce que dans l'époque, les mauvaises années, il y a beaucoup d'hétérogénéité.
Donc pour lui, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'ils disent on ne peut pas. On peut obtenir en apparence, mais on ne l'utilise jamais. Et après, il définit, c'est ce qu'il appelle la cuvée numéro 1, qui c'est ce qui s'appelle aujourd'hui Cros Grand Cuvée, qui est son rêve, qui est ce champagne qu'il a idéé. Il a dit si je récupère les petites parcelles comme en vin, et j'imagine qu'ils sont des couleurs, c'est-à-dire c'est les couleurs qui nous donnent la nature. Il fait une bibliothèque avec plusieurs couleurs de plusieurs années. On peut toutes les années recevoir les couleurs de la nature, faire une sélection, chercher tout ce qui nous manque dans cette bibliothèque et recréer chaque année les champagnes multicolores. Ou, on peut dire la même chose avec la musique, on reçoit les tons de l'année, on va chercher la musique, tous les tons qu'on a, parce qu'on garde chaque vin de manière isolée, c'est-à-dire que ces musiciens vont évoluer, vont pratiquer, vont être plus sages, plus ronds, plus précis, plus impactantes. Donc, et notre chef de cave, dans ces moments précis maintenant, il a déjà les 5000, 4000 notes de dégustation, des 5 mois de dégustation, un groupe entre 5 et 6 personnes, et c'est l'équipe de dégustation, les groupes où j'ai participé de temps en temps. Et donc, toutes les notes aujourd'hui sont digitalisées depuis 8 ans. Comme ça, on peut suivre les profils de la parcelle à travers de son vin. Et maintenant, il a déjà toutes les informations et il commence l'acte créatif pour créer cette nouvelle édition des Cros Grand Cuvée, que ça sera la 177e édition, qui va être créée et qui sortira au marché dans 8 ans. 8 ans. Et c'est formidable. Vous êtes parti en fait des racines. En fait, vous expliquez que il y a 140 ans, vous avez revisité tout cela. Ouais. Vous l'avez actualisé. Mais on n'a rien changé. Mais vous n'avez rien changé. Mais vous avez utilisé les techniques d'aujourd'hui pour la digitalisation, pour connaître un peu tout ça. On a utilisé les ressources pour pouvoir les raconter l'histoire de la bouteille aux gens, parce que chaque année, une création ne peut jamais être la même chose. Et c'est un champagne qui cherche à montrer la diversité de la région champenoise. En réalité, cette cuvée numéro 1, c'est un hommage à la diversité champenoise. Et après, il décrit très bien la cuvée numéro 2 comme la cuvée des circonstances. Ça veut dire que chez Krug, les millésimes n'est jamais une sélection des meilleurs vins pour faire un meilleur champagne, mais c'est la sélection de ces vins plus marqués de l'année pour raconter l'histoire de l'année ou la musique de l'année. C'est le vrai millésime. Et ça, c'est le cuvée des circonstances. Et donc, chez Krug, il n'y a pas de différence de qualité. Les prix, c'est plutôt la rareté. Et on fait des dégustations qui commencent par les clos, passent par les millésimes, c'est-à-dire les solistes, la musique de l'année, et arrive à la musique des champagnes, qui c'est Krug Grand Cuvée. Voilà cette maison. C'est formidable, vous avez d'ailleurs beaucoup développé ces passerelles avec le monde de la musique. Exactement, parce que ça est très bien, c'est facile de comprendre la maison à travers la musique, parce qu'on dit que chaque parcelle, c'est un musicien. Les cépages, c'est l'instrument, et l'année, c'est la partition. C'est magnifique. Voilà. Écoutez, on est ravis en tous les cas d'avoir tous ces commentaires qui ont été donnés.